Trump s'incline devant la Corée du Nord, l'aveu d'un empire à bout de souffle. Chaque jour qui passe semble plus surréaliste que le précédent. Et pourtant, cette fois, l'information dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Donald Trump vient de limiter les exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud en signe de bonne volonté envers la Corée du Nord. Non, ce n'est pas un titre sorti tout droit d'un tabloïd. C'est une décision annoncée par Trump lui-même, dans un message qui commence ainsi. Sur la base de ma bonne relation avec Kim Jong-un. Il faut le lire pour y croire. Le président américain a littéralement ordonné au Pentagone de réduire les manœuvres prévues avec Séoul, quelques heures seulement avant leur lancement. Et la justification qu'il avance relève, on va le voir, d'une logique pour le moins acrobatique. Une décision, deux lectures. Séoul n'a pas attendu de validation. Les exercices ont commencé comme prévu. Et l'ensemble des observateurs s'accordent sur un point. Si Trump agite ainsi maintenant, ce n'est pas par calcul diplomatique. C'est parce qu'il est en train de perdre, de façon spectaculaire, la guerre en Iran, et qu'il a besoin de concentrer son appareil militaire au Moyen-Orient plutôt qu'en Asie, là où son influence recule chaque jour un peu plus. Voici, en substance, le message qu'il a publié. Il explique ne pas être satisfait que les États-Unis participent depuis si longtemps à des exercices conjoints avec la Corée du Sud. Il les juge coûteux, financés en grande partie par Washington, précise-t-il, contrairement, ironiquement, à la guerre en Iran, qui doit sans doute être gratuite. Il ajoute que ces manœuvres envoient un signal hostile à un pays qui, selon lui, s'est montré respectueux et sans intention menaçante depuis qu'il est devenu président. Puis vient la phrase qui trahit tout le reste. Presque en post-scriptum, sans lien apparent avec le sujet, il raconte avoir demandé récemment au président sud-coréen si son pays souhaitait rejoindre les efforts de dénucléarisation contre l'Iran, et que la réponse a été un refus poli. C'est là, dans cette parenthèse presque anodine, que se révèle la vraie motivation. Toute la publication n'était qu'un prétexte pour en arriver à cette rancune. La Corée du Sud a dit non à sa guerre contre l'Iran, et il le lui fait payer. 70 ans d'alliance balayés en un message. Depuis la guerre de Corée dans les années 1950, l'alliance entre Washington et Séoul repose sur un pacte simple. Protection américaine contre la Chine, la Russie et la Corée du Nord, en échange d'une présence militaire durable sur le sol coréen. C'est cette architecture historique que Trump vient de fragiliser, non pas par stratégie, mais par dépit. L'argument officiel, le coût des exercices, l'apaisement envers Pyongyang ne résiste pas longtemps à l'analyse. C'est la dernière ligne du message qui trahit la vraie raison. La frustration de ne pas avoir obtenu le soutien sud-coréen dans le dossier iranien. Et la réalité est encore plus simple que ça. L'homme qui dirige le plus grand appareil militaire de l'histoire vient de sanctionner un allié vieux de 70 ans, à quelques heures du lancement d'exercices déjà programmés, parce qu'il ne peut plus se permettre d'ouvrir un second front. Pas face à la Corée du Nord, encore moins face à la Chine. Et la Corée du Nord, elle, détient une arme nucléaire. Ce qui rend la position américaine terriblement simple à décoder. Si vous voulez éviter que Washington ne s'en prenne à vous, il faut posséder l'arme nucléaire. Point final. C'est exactement la leçon que l'Iran est en train de tirer de ce conflit qui s'éternise. Et c'est très probablement la pire nouvelle possible pour les décennies d'efforts de non-prolifération accumulés depuis la fin de la guerre froide. Car le message envoyé au monde est limpide. Les pays dotés de l'arme nucléaire sont traités avec égard, comme la Corée du Nord aujourd'hui. Ceux qui ne l'ont pas encore développée s'exposent, eux, à l'invasion. Le Venezuela l'a vécu, Cuba pourrait le vivre, l'Iran le vit. La Corée du Nord, elle, y échappe. La réponse glaciale de Séoul, le ministère sud-coréen de la Défense a confirmé que l'exercice Freedom Shield, prévu du 17 au 27 août, avec environ 18 000 militaires sud-coréens, se déroulerait comme planifié. Aucun commentaire officiel sur l'annonce de Trump, aucun signe de soumission. La présidence sud-coréenne s'est contentée d'indiquer qu'elle étudiait la publication, en espérant que la relation cordiale entre les deux dirigeants ouvre la voie à un dialogue significatif avec Pyongyang. Traduction diplomatique, Séoul fait comme si de rien n'était et poursuit sa route. Quand le commandant en chef de la première puissance mondiale donne un ordre public et que son allié le plus exposé répond par un communiqué de pure forme
avant de continuer comme si de rien n'était, on n'est plus dans une alliance. On est dans un divorce dont personne n'a encore signé les papiers. Le vrai front, l'Iran. Pour comprendre cette volte-face, il faut regarder du côté de Téhéran. Cela fait bientôt 6 mois qu'une guerre lancée en février, aux côtés d'Israël, sans l'aval du Congrès américain, est censée durer quelques jours seulement, s'enlise. Le détroit d'Ormuz, les prix du pétrole, l'incapacité à conclure, tout cela a déjà été largement documenté. Un épisode passé relativement inaperçu en mars mérite d'être rappelé. Le redéploiement précipité de systèmes antimissiles THAAD depuis la Corée du Sud vers le Moyen-Orient. Ce même système avait été installé en Corée du Sud 10 ans plus tôt, au prix de tensions diplomatiques majeures avec la Chine et la Russie, et de pertes économiques considérables pour Séoul, qui avait dû assumer politiquement cette décision face à ses voisins. 10 ans après avoir encaissé ce coup, Séoul a vu Washington récupérer ce matériel du jour au lendemain pour l'envoyer soutenir une guerre qu'il ne parvient pas à gagner. Le Japon, autre allié historique dans la région, observe la même chose. Un désengagement américain de l'Asie au profit d'un bourbier au Moyen-Orient. Un arsenal à sec. Les estimations les plus fiables sur les stocks américains d'intercepteurs sont sans appel. Environ 2/3 de l'inventaire auraient été consommés depuis le début du conflit, passant d'environ 2200 unités à moins de 1000. Concernant spécifiquement les systèmes THAAD rapatriés de Corée du Sud, le stock serait tombé de 452 à un peu plus de 230. Certaines sources militaires évoquent même une consommation atteignant les 4/5 de l'arsenal disponible. Chaque intercepteur coûte entre 4 et 12 millions de dollars selon le modèle. Reconstituer ces stocks coûterait, selon les estimations des cabinets spécialisés, environ 10 milliards de dollars et prendrait au minimum 3 ans, les nouvelles commandes ne devant pas être livrées avant 2029. Des responsables militaires américains eux-mêmes qualifient désormais leurs réserves de « dangereusement basses » pour faire face à d'éventuelles menaces ailleurs dans le monde, en particulier en Asie. Pendant ce temps, la Chine observe, silencieuse, depuis la ligne de touche. Kim Jong-un n'est pas le même interlocuteur. Il y a un second interlocuteur. Il y a un second élément, souvent négligé dans l'analyse de cette affaire. Le Kim Jong-un du premier sommet avec Trump, en 2018 à 2019, était un dirigeant relativement isolé, en quête d'une photo avec les États-Unis pour desserrer l'étau de sanctions qui étranglait son économie. Le Kim Jong-un de 2026 dispose désormais d'un partenaire de premier plan, Moscou. Plus de 14 000 soldats nord-coréens ont combattu aux côtés des forces russes dans la région de Koursk, en Ukraine. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti que la Russie s'apprêterait à en recevoir 30 000 de plus. Ces troupes reviennent avec une expérience directe de la guerre moderne. Drones, cyberattaques, brouillage de systèmes de positionnement, que le commandement américain dans la région reconnaît lui-même avoir modifié la donne au point de devoir repenser ses propres scénarios d'exercice. Ajoutez à cela des essais réussis, ces dernières semaines, de missiles intercontinentaux nord-coréens capables théoriquement d'atteindre le territoire nord-américain avec une charge nucléaire, 11 tirs balistiques rien que cette année, et l'équation devient limpide. La Corée du Nord aborde ce nouveau cycle diplomatique en position de force, pas de faiblesse. Le prix du prestige. Ce que Trump vient d'offrir gratuitement à Pyongyang, c'est précisément ce que le régime nord-coréen réclame depuis des années comme condition préalable à toute normalisation. La suspension des exercices conjoints, qu'il qualifie systématiquement de répétition d'invasion. Et il l'obtient sans contrepartie, en pleine crise de crédibilité militaire américaine. Les analystes spécialisés sur la Corée du Nord sont unanimes sur un point. L'économie réalisée par la réduction des manœuvres est marginale, et le bénéfice diplomatique escompté, hautement improbable, puisque Pyongyang ne considérerait un vrai geste que si les exercices étaient purement et simplement annulés, ce que Séoul a explicitement écarté. Un ancien responsable d'un centre d'études basé à Washington, spécialiste du dossier nord-coréen, a résumé la situation en une phrase.
La maladresse du geste rend hautement improbable qu'il produise une quelconque impression sur le régime de Pyongyang. Autrement dit, même le calcul cynique ne fonctionne pas. Ce que cela dit du monde qui vient. Ce que cet épisode révèle dépasse largement la seule question coréenne. Il s'agit d'un pays qui a épuisé une part considérable de son arsenal dans une guerre qu'il ne parvient pas à conclure, et qui doit désormais éviter à tout prix l'ouverture d'un second front en Asie. Le seul avantage compétitif qu'il conserve encore face à des puissances comme la Russie ou la Chine reste l'arme nucléaire, ce qui, en soi, ne constitue pas une victoire, mais un rappel glaçant que nous sommes revenus à une logique de dissuasion pure, presque un demi-siècle après la fin officielle de la guerre froide. Et pendant que cette architecture de sécurité vieille de plusieurs décennies se fissure sous nos yeux, la fortune personnelle de Donald Trump continue, elle, de croître normalement. Une contradiction qui, à elle seule, résume peut-être la période que nous traversons. Le patrimoine personnel qui progresse, pendant que le prestige et la crédibilité de la première puissance mondiale s'effritent, semaine après semaine. Merci d'avoir suivi cette analyse. Abonnez-vous à La Voix des Nations pour ne rien manquer des recompositions géopolitiques en cours, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.